Travailler en voyageant en train, ça me paraissait impossible. C'est pour ça que j'ai monté ce projet dans les pays nordiques et je vais vous raconter comment c'était. Ourail présente Je t'offre un rail, le podcast qui va te rendre accro au train. Alors peut-être que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de ton addiction au train. Déjà, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Henri-François Martin, j'ai 36 ans. Je travaille chez Payfit maintenant depuis 3 ans en tant que VP Transformation et RSE. J'ai décidé, il y a de ça quelques semaines, de construire un projet qui allait m'emmener dans les pays nordiques, 100% en train, tout en travaillant à distance. C'était une volonté pour moi de pouvoir me projeter sur un nouveau format, à la fois de travail et de voyage. C'est une addiction qui est récente ou ça fait longtemps que tu voyages en train? Ah non, c'est très récent. En tout cas, sur ce type de format. Le voyage en train, c'est finalement quelque chose que j'ai découvert très petit, par rapport à ma famille qui habitait dans le sud de la France, pour faire la destination Paris-Perpignan notamment. Donc j'ai été très tôt sensibilisé à ce type de format, sans pour autant en être un fan absolu, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé avec moi. J'ai toujours bien aimé voyager en train. Dans le contexte actuel, avec tous les sujets environnementaux que tu connais, l'enjeu de penser une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle façon de voyager. C'est quelque chose qui a fait son chemin dans mon esprit. Et avec voilà, mon aventure chez Payfit, le fait de travailler sur les sujets environnementaux et tous ces nouveaux formats de travail à distance, j'ai décidé d'essayer d'associer tout ça. Ça coulait déjà un peu dans tes veines depuis le plus jeune âge? Ouais, inconsciemment, parce que très honnêtement, moi je suis un sensibilisé assez tardif par rapport à d'autres. J'ai quand même globalement beaucoup voyagé en avion dans ma vie. Ça fait maintenant 2 ans que j'essaye de m'astreindre à pas plus d'un avion par an. Et comme j'aime bien voyager, mécaniquement ça me fait plus voyager en train. Et là, est-ce que tu dirais que tu es un peu devenu accro au train ou... Avant ce projet-là, j'avais bien réussi à matérialiser le plaisir que je pouvais avoir à me déplacer tout en travaillant. Il y avait vraiment un sentiment de gain de temps qui était assez incroyable et qui, résultat, ouvrait énormément de perspectives en matière de combinaison de travail et de voyage et de vacances. J'ai finalement trouvé ces 2 dernières années que ça me faisait gagner énormément de temps. Et là, la cerise sur le gâteau, ça a été ce projet parce que ça a pu m'emmener encore à un stade supérieur. C'était pas simplement de gagner du temps sur le planning des vacances pour aller dans le sud de la France ou pour me rapprocher de l'Italie. Ça m'a vraiment permis de mixer une activité professionnelle et le fait de découvrir des cultures, de découvrir des paysages que j'avais jamais vus avant. Bon écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, ta carte blanche un peu pour nous parler de ce projet, qu'est-ce qui l'a motivé, comment tu l'as monté, les différentes étapes, le temps que ça a pris, éventuellement le prix, enfin voilà, un peu toutes ces infos-là. Ça a commencé déjà avec une attirance, mais assez irrationnelle pour les pays nordiques. De ce que j'en avais vu était très contrasté, où tu avais à la fois des températures assez dingues, l'association de plages, de montagnes, de forêts. Voilà. L'idée que je m'en faisais m'attirait énormément, donc je m'étais dit un jour que voilà, j'irais faire du chien de traîneau ou bien je partirais à la recherche des aurores boréales d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était un petit peu la toile de fond qui m'a donné envie de cibler cette partie-là du monde. Et ensuite, c'est plus ma casquette responsabilité sociale et environnementale et le travail que j'ai pu faire notamment sur le volet environnemental ces 2 dernières années qui ont forgé une conviction que le monde de demain, que ce soit le voyage à proprement parler ou même la combinaison travail-voyage allait profondément évoluer. Moi, ça m'a donné envie en fait de me construire une espèce de simulation de ce que, selon moi, allait être le voyage de demain. Et donc, je me suis dit, construisons un projet qui allait me permettre de découvrir des paysages absolument fantastiques sur un mode de transport qui serait le plus responsable possible, de combiner ça avec une capacité de travail quasi maximale tout au long du chemin. Ça, c'était le plan de départ. Il faut préciser aussi que par ma situation personnelle, pas d'enfant, plutôt bien rémunéré, tu vois, dans la tech, j'avais la possibilité d'être assez ambitieux sur un projet qui, soyons lucides, est coûteux et donc à date pas à la portée de tout le monde. Ça me permettait de faire les choses un peu en grand et donc je me suis posé sur ma feuille de route, j'ai ouvert mon ordinateur et puis je me suis dit ok, faisons mes recherches avec tous les opérateurs de train que je connais pour voir quel serait le tracé qui pourrait me permettre de faire de Paris jusqu'à Stockholm, puis ensuite faire vraiment la totalité du tour Norvège, du sud
jusqu'à remonter à la Laponie pour ensuite redescendre et faire une boucle complète pour revenir jusqu'à Paris. Et ça, c'était combien de temps avant de partir? L'été dernier, en sachant que là, je suis parti les derniers jours de février, je suis revenu toute fin mars. Donc la réservation des billets, tu l'as faite combien de temps à l'avance? Je m'y suis pris quasiment 3 mois à l'avance. Et malgré ça, tu as trouvé que les prix étaient assez élevés? Pour le coup, tu vois, je te l'ai dit, je m'y suis pris en termes de préparation 6 mois à l'avance. La plupart de mes créneaux n'étaient pas réservables à ce moment-là. Donc il a fallu que j'attende que les billets s'ouvrent. Quand bien même j'étais, je pense, parmi les premiers à booker sur ces périodes-là. Mécaniquement, vu que c'est des périodes assez touristiques, les prix sont en conséquence. Tu aurais un ordre d'idée à nous partager justement sur le prix du projet global? Alors le prix du projet global, uniquement sur la partie transport, aux alentours des 1100 euros. J'ai un parcours assez particulier, hein. C'était pas 100% en train. C'est vraiment, j'ai fait une boucle qui m'a permis d'aller jusqu'à la Norvège de l'Ouest. De là, j'ai pris un bateau qui m'a amené jusqu'aux îles Lofoten, puis ensuite jusqu'à Tromsø. Et de Tromsø, j'ai repris le train pour redescendre et terminer la boucle. Donc il est possible que si on était sur du 100% train, on s'en sorte sur des budgets un petit peu plus raisonnables. Mais globalement, ça coûte quand même assez cher. Tu vois, on parle, le tour complet que j'ai fait représente à peu près 10 000 km. Donc mécaniquement, ça se facture. Ce qui était intéressant, c'est que si ta question porte sur les prix, quand même tu avais des distances qui étaient à peu près équivalentes, en moyenne des 6 heures de train. J'avais des 6 heures de train qui pouvaient me coûter jusqu'à 120 euros. Des trains de nuit de 14 heures qui me coûtaient à peu près ce prix-là, voire moins. Et certains tracés, je ne saurais pas t'expliquer, qui étaient plus aux alentours des 80-70 euros. Voilà, selon la zone, selon le moment dans la journée, tu as des prix qui sont pas les mêmes. Donc ça va dépendre un peu des projets des uns et des autres, mais moi j'ai surtout défini mon projet en fonction, tu vois, de mes horaires de travail, de rendre ça le moins contraignant possible par rapport à ma disponibilité. Je l'ai pas pensé, tu vois, sur les créneaux les moins chers qui existaient. Ça se concrétisait comment? La semaine, tu restais au même endroit et tu travaillais? Tu prenais que des trains de nuit ou tu voyageais que le week-end? Alors dès que je pouvais prendre des trains de nuit, je les prenais, ça c'est sûr. Mais ensuite sur les trajets en journée, notamment mon départ de Paris, c'était un départ à 6h45 du matin. J'essayais de minimiser le plus possible mon exposition au risque de connexion. Donc le plus je pouvais prendre des trajets qui étaient soit très tôt le matin, soit qui allaient s'étaler en partie sur la pause du déjeuner. Tu vois, c'était en général ces créneaux-là que je visais. Quand je pouvais prendre des trains de nuit, là c'était plus dans une logique de gain de temps. Les trains de nuit, c'était pour faire Hambourg-Stockholm. Globalement, j'ai enchaîné 2 trains de nuit aussi pour redescendre de Tromsø jusqu'à Stockholm. Avant qu'on on rentre un peu dans le sujet de concilier travail et voyage en train, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu plus de justement ce que tu fais chez Payfit au niveau de la RSE. Et en quoi ça t'a fait avancer dans ton cheminement écolo? Ce que j'ai fait chez Payfit, que j'ai rejoint il y a 3 ans, donc quelques semaines avant le Covid, c'était en tant que Chief of Staff, donc j'étais bras droit du CEO. Ça consistait principalement à travailler sur les objectifs de l'entreprise, les projets de transformation, donc très transverses, très complexes. Et c'était plus une initiative personnelle que de construire pour Payfit la RSE. Globalement, pouvait se synthétiser par 2 piliers. Le pilier social, donc les sujets de handicap, de diversité, d'inclusion, de qualité de vie au travail. Et le volet environnemental que pour le coup on a démarré de zéro. Qui a commencé par consister à faire notre bilan carbone. Mais il fait comment d'ailleurs ça? Alors on est d'abord passé par Greenly, donc qui est un SaaS assez standard sur le marché, qui nous a permis d'aller assez vite dans la compréhension de notre réalité carbone. Et assez tôt, on a eu la volonté de pas simplement regarder en arrière la nature de notre bilan, mais de se donner la capacité en fait de projeter dans le temps notre trajectoire carbone en fonction des arbitrages business qu'on allait décidé de faire pour l'année suivante. De faire ça, ça nous permettait de placer en fait le critère carbone au sein des critères clés de décision stratégique, tu vois, assez standard d'une entreprise, le revenu, la satisfaction client, la marge, l'épanouissement des employés. Grâce à cette capacité de forecaster notre trajectoire carbone, on intégrait le levier carbone dans les éléments de prise de décision. Avant cette expérience-là, tu te situerais comment en tout cas dans ta prise de conscience sur la catastrophe écologique en cours? Avant cette expérience Payfit, nul.
Nul. Ah ouais, nul, zéro. Et moi, ma prise de conscience, elle est venue de mon expérience avant PayFit. Une des membres de mon équipe qui, au détour d'un déjeuner, m'avait mis la tête dans le seau en me disant que je racontais absolument n'importe quoi sur le sujet, que c'était pas possible que je prenne pas conscience qu'il y avait un truc qui était en train de se passer et qu'il fallait mettre ça au cœur de nos sujets de discussion, même de nos différents projets. À partir du moment où c'était une personne, et c'est toujours une personne que je respecte beaucoup, c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose à côté duquel j'étais en train de passer, qu'il fallait que je me documente à minima pour me faire ma propre opinion. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'y intéresser, à consommer pas mal de documentation et mon shift, en tout cas de compréhension macro, il s'est fait grâce principalement à Jean Covici, à ses nombreuses conférences en ligne, à sa BD bien évidemment, au PTEF, et à partir de ce moment-là, voilà, ça a cranté mon envie de mettre ça au cœur de mon projet professionnel. Revenons-en un peu plus à ce voyage. Yes. J'aimerais que tu nous expliques voilà, un peu comment ça consistait justement. Donc tu nous as déjà donné quelques clés, le fait que tu réservais des billets de train plutôt tôt le matin ou sur la pause du déjeuner, etc. Mais alors ta semaine type, on va dire, pendant ces voyages, ça ressemblait à quoi? Les semaines se ressemblaient vraiment pas. Tu vois, je suis jamais resté plus de 3 jours déjà au même endroit. Donc je suis resté 3 nuits à Stockholm, 3 nuits à Oslo. Ensuite, j'ai passé une semaine à Bergen, mais principalement parce que c'est la période où j'ai des collègues qui m'ont rejoint. Au préalable, j'avais identifié un petit peu des cafés et des spots dans différents endroits que j'avais envie de parcourir au sein de la ville. J'allais me poser là-bas. Soit pour petit déjeuner, soit pour déjeuner, soit pour dîner. Donc je travaillais soit sur ma 5G, soit sur le Wi-Fi du lieu où je me trouvais. Et à partir du moment où j'avais des créneaux de pause, ça me permettait d'aller aux environs, de visiter les bâtiments, de me faire des musées, de me faire des marches assez longues. Donc ça, c'était pour les journées de travail. Et les week-ends, c'était pour le coup hyper intense, parce que c'était là où je voulais vraiment rentabiliser au maximum, tu vois, ma présence sur place. Tu vois, je me mettais vraiment dans un état d'esprit où je me disais, bon, la probabilité que tu reviennes ici avant moins de 10 ans, elle est très très faible, donc il faut vraiment que tu t'amortisses à fond ta journée. Ça faisait des moments qui étaient assez dingues, où je marchais vraiment quasiment au pas de course pour être sûr de voir un maximum de choses. Ça a été aidé par le fait que j'ai eu une chance insolente sur le temps, et donc à partir du moment où en plus t'as le beau temps qui va avec, bon, ça te motive pour voir un maximum de choses, quoi. Le fait justement de faire des journées où t'essayais d'optimiser un peu tous les créneaux que tu avais. Dès que tu avais un moment un peu libre, hop, t'essayais de faire une petite visite ou des choses comme ça. Et après, le fait de bosser aussi dans des cafés, est-ce que ça t'a permis quand même d'être assez productif dans ton travail? Est-ce que tu as senti une différence par rapport à quand tu es à Paris? Le moment le plus productif, c'était clairement le train. Parce que pour le coup, tu peux pas t'échapper. Tu vois, tu es vissé sur ta chaise. Tu n'as personne pour te solliciter, hormis les personnes, tu vois, qui se connectent sur Slack ou sur la messagerie de ton entreprise. Moi, j'ai rarement été aussi productif en matière de production de contenu, de structure de journée qui était prédéfinie à l'avance. Donc pour le coup, à partir du moment où tu rentres dans une logique où il faut que en fait, ta journée soit hyper structurée par rapport à des points précis, par rapport à des déplacements, j'ai trouvé que en fait, tu t'éparpilles beaucoup moins. Ça n'empêche absolument pas que au gré des journées, tu vas avoir des meetings qui vont se caler, mais en fait, tu réagences tes priorités, tes visites ou les lieux où tu vas te trouver en fonction de tout ça. Et donc, ça te met en fait dans encore plus, ça dépend des personnes, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà dans ce mode-là, mais ça te met encore plus dans une logique d'hyper-planification de ta journée. Et donc, tu as ce sentiment en tout cas à la fin de ta journée, d'avoir fait tellement de choses. En tout cas, beaucoup plus tu vois, que ce que je pouvais avoir quand j'étais à Paris, ou même quand j'étais en télétravail, tu vois, soit chez des potes ou autre part. Tu as vraiment le sentiment que tu as optimisé au maximum chacun des moments, et qu'en plus de ça, tu y as associé de la découverte culturelle, le bonheur et le plaisir, tu vois, de découvrir des choses que tu vois pour la première fois. Ouais, tu te sens vraiment comblé, et à la fin de la journée, ouais, tu es bien fatigué. Parce qu'en fait, quand tu es en télétravail chez toi ou quand tu es au boulot, quand tu as un temps mort d'un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas, tu vas à la cafette, tu vas boire un café avec des collègues, tu discutes, des choses comme ça, tu te dis pas, ah bah là il y a un monument, je vais aller y jeter un œil. C'est exactement ça. Et encore, tu vois, de dire ça, tu vois, d'une, je pense qu'il faut pas le généraliser, et de deux, faut pas non plus le critiquer, tu vois, ça fait partie du plaisir aussi d'être au bureau, tu vois, d'avoir des interactions sociales. Je pense que c'est plus en comparaison, ce type de format-là, ouais, c'est ce qui rend ces moments particulièrement savoureux, tu vois, de te dire, sur un mois,
je vais continuer à travailler. J'ai la capacité d'être aussi productif qu'au quotidien. Mais en plus de ça, je vais m'enrichir culturellement, je vais découvrir, je vais potentiellement interagir avec des personnes que je vais croiser sur le chemin. Et en plus de ça, si j'ai des collègues qui veulent se plugger sur le projet, c'est complètement possible. Des personnes voilà, de votre entreprise moi, qui se sont plugués, qui ont fait une partie de télétravail, mais qui ont fait aussi une partie vacances. Je trouve que ça crée une flexibilité et un enrichissement global qui est super intéressant. Et alors, question pratique, à mon avis, que tout le monde se pose. Comment tu faisais pour bosser dans le train? Est-ce qu'il y avait des bons Wi-Fi? Est-ce que tu étais en 5G? Est-ce que la connexion était un peu pourrie? Ça va être mon moment non patriote, mais j'ai jamais aussi bien capté qu'en Norvège, quoi. Le réseau Wi-Fi, même le confort, j'étais en seconde classe, j'avais l'impression d'avoir plus d'espace qu'en première classe, tu vois, en France. Le Wi-Fi était absolument nickel, il y avait une qualité de service permanente et ouais, j'ai jamais eu de problème avec ma 5G, quoi. Là, j'étais à La Baule le week-end dernier et tu vois, je regrettais la Norvège. Tu vois, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Ouais, puis t'es à La Baule, quoi. T'es pas. Non, mais voilà, c'est ça. T'es pas dans une zone blanche, quoi. Mais non, pour le coup. Que ce soit en train, en bateau ou au fin fond de la Laponie norvégienne, j'ai toujours super bien capté. Bon, ça c'est bon à savoir, ça, c'est une info pratique. En tout cas, avec mon opérateur, voilà, ça s'est très bien passé. Et alors, plus sur le voyage, c'est quoi la partie que tu as préférée parmi toutes les destinations? Les îles Lofoten, c'est clairement un cadre absolument incroyable en termes de nature, en termes de contraste. Le fait d'être au milieu voilà, de ces habitations rouges typiques, au milieu des fjords, puis d'avoir tu vois, cette espèce d'association entre plage et montagne qui monte très très vite. Avec la lumière en plus que j'ai eue, voilà, c'est des couleurs qui sont absolument fantastiques. Mais clairement, en termes purement affectifs, les quelques jours que j'ai passés à Tromsø étaient incroyables parce que j'ai pu faire la balade en renne, la balade en chien de traîneau. J'ai eu une chance indécente sur les aurores boréales, quoi. Au total, sur un mois, j'en ai vu 7, quand certains n'arrivent pas à en voir une, tu vois, sur toutes leurs vacances. Donc vraiment, j'ai eu une chance indécente de ce point de vue-là. C'était la première fois? C'était la première fois. Mon activité numéro 1 de loin, c'est clairement le chien de traîneau. Parce que temps absolument incroyable. Interaction avec les chiens qui était juste un souvenir absolument fou, quoi, à partir du moment où... Et une activité très physique. Je pensais pas. Je pensais qu'en gros, voilà, ça démarrait et puis tu te faisais tracter. En fait, pas du tout. Tu vois, selon si la neige commence à être un petit peu molle ou bien si t'es en montée. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a une vraie interaction avec les chiens qui se retournent vers toi pour te montrer, pour te signifier que, en fait, faut que tu fasses un effort et que tu te mettes à pousser, soit même à courir au milieu, tu vois, des deux planches sur lesquelles tu es installé. Vraiment un plaisir de dingue sur les paysages, sur l'interaction. Bon, peut-être que tu l'as déjà cité là dans les exemples que tu as donnés, mais j'aimerais que tu nous racontes un moment qui t'a marqué positivement, vraiment le moment qui t'a marqué positivement le plus fort, et un moment qui t'a marqué négativement. J'ai que des moments positifs et je t'en ai cité un très fort. Il y en a un où j'ai eu un sentiment assez particulier et vraiment dans l'émotion, ça a été mon retour. Quand je suis descendu de mon dernier train, pour le coup, j'ai eu ce sentiment de, je sais pas, un mélange, je vais pas dire de fierté parce que tu vois, je suis pas Mike Horn non plus, tu vois. En tout cas, j'étais vraiment tellement heureux d'être arrivé au bout de ce projet et d'avoir tenu vraiment la totalité d'un format qui pour moi était absolument nouveau, d'avoir ce sentiment d'être plein de souvenirs, de paysages, de bonnes choses comme de difficultés. Un peu comme quand tu arrives après une énorme course, on a ce sentiment un peu de dépressurisation. Et c'était la première fois qu'un voyage me faisait cet effet-là. Donc de ce point de vue-là, c'était un moment moi qui m'a marqué. Et négatif dans le sens plutôt challenge, ça a été la redescente, donc tout le chemin du retour de Tromsø jusqu'à Paris, où pour le coup rien ne s'est passé comme prévu. Pour au final tenir mes timings, mais ça a été des ajustements vraiment du début, du moment où je suis parti de Tromsø jusqu'à l'arrivée à Paris. C'était quoi? C'était des retards? Alors, c'était que des changements. Déjà, normalement, tu prends
prends le bus pour faire Tromsø jusqu'à Narvik, et de Narvik, je devais avoir mon premier train de nuit qui allait m'amener jusqu'à Stockholm. Donc à Narvik, je reçois un mail me disant que en fait, le train, pour des raisons d'intempéries, était bloqué, je crois, à la frontière norvégienne. Une navette allait nous être affrétée pour nous amener jusqu'au train en question. Sauf que dans le mail, véridique, on dit il y aura une navette qui vous sera affrétée à Narvik. On ne te dit pas où. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, résultat, je vais aller à la station de train pour avoir des renseignements, sauf que c'est une station de train où il n'y a pas de point d'information, c'est un tout petit truc. Je me déplace au point d'information touriste pour essayer d'avoir des infos. Personnes adorables, dans l'empathie, hyper embêtées pour ma situation, mais qui me disent, bah, en fait, le problème, c'est que vous avez pris votre billet sur une plateforme suédoise, et nous, donc, ici, on est en Norvège, donc on ne peut pas trop vous renseigner. Donc j'avais le choix entre aller à la station de bus de la ville, ou bien attendre à la station de train. Et en plus de ça, il ne précisait pas le lieu, mais il précisait un horaire qui était différent de mon horaire de départ. Par sécurité, je vais aller à la station de train au moment où mon train était supposé partir, comme ça, moi, j'aurais de la marge. Et comme par magie, la navette était là. Et la navette est partie 5 minutes après. Donc pour les quelques personnes qui ont suivi en fait l'horaire qui était dans le mail, je pense qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées sans rien. Donc moi j'ai eu de la chance de ce point de vue-là. Donc première navette qui m'amène à une gare où on monte dans un train mais qui n'était toujours pas le train en question. Ah oui. Donc c'était un autre train qui allait nous amener au fameux train que j'ai eu à partir de 23h au lieu de l'avoir à 15h qui était le projet de départ. Ensuite donc je reprenais un train qui me faisait Stockholm-Hambourg, sauf que ce train-là avait 1h30 de retard. Et que dans mon plan, mon arrivée à Hambourg, j'avais 1 heure de latence entre mes deux trains et entre deux gares différentes. Donc autant te dire que c'était déjà foutu. Et c'est à ce moment-là où ça devient complexe parce que vu que j'avais un autre train plus tard, celui qui me permettait de faire Cologne-Paris, qui lui aussi avait été décalé, au final j'avais de la flexibilité, tu vois, pour changer mes billets. Donc, ce qui me permettait de rester dans les timings. Mais par contre, j'étais obligé d'annuler des billets et d'en re-réserver. Et c'est là où j'ai réalisé que en fait, tu pouvais réserver des billets sur des plateformes type Oui SNCF pour l'étranger, mais par contre, tu ne pouvais pas les retirer de l'étranger. Donc il fallait que j'envoie les numéros de dossier à des potes qui étaient en France pour qu'ils me retirent les billets, qu'ils m'envoient les photos, pour que je puisse les avoir à disposition. Et même ça, normalement, c'est pas 100% légal. Et je devais avoir des explications avec les contrôleurs du train. Au final, tu vois, plus de la logistique que quelque chose de très grave. Mais ça m'a fait réaliser à quel point on avait un sujet sur une expérience vraiment omnicanale de la réservation du train au niveau européen, quoi. Si je devais résumer, toujours prévoir quand même un petit peu de marge pour ce genre de voyage parce que effectivement, il peut y avoir des retards qui après te font louper une connexion. Ouais, complètement. Selon les retards, voire 1 heure de battement pour accéder entre deux gares, c'était pas la bonne idée. Selon toi, c'est quoi les avantages justement du voyage en train que tu as pu constater notamment pendant cette expérience ? Tu as le fait de ne pas perdre de temps où tu peux travailler tout en te rapprochant de ta destination. Paradoxalement, c'est vrai que tout le monde se dit au moment de choisir ses transports, avec l'avion, je vais aller plus vite qu'avec le train. Avec une gare, en général, tu arrives dans le centre de la ville en question. Donc moi, j'étais à chaque fois à 2 pas de mes réservations Airbnb ou d'hôtel. Tu gagnes pas de l'argent, ça c'est clair qu'au final, ton budget te revient plus cher qu'un billet d'avion. Après, j'aimerais nuancer ça parce que si tu me dis que vous avez fait... Enfin, toi, tu as fait du coup 10 000 km, tu m'as dit en tout ? Ouais. Un billet d'avion pour faire 10 000 km. Tu as complètement raison selon ton ordre de grandeur. Ma comparaison, elle se fait sur un trajet équivalent. J'ai ma copine qui était avec moi sur la dernière partie du trajet et qui est, pour le coup, elle rentrait en avion de Tromsø, même si elle a eu des problèmes aussi de changement, mais globalement, en 5-6 heures, c'est plié. Et pour un budget, je crois que j'avais fait le calcul, qui était 30% ou 25% moins cher pour faire le même... entre guillemets le même trajet qui m'a pris 3 jours et demi. Ouais. Donc moi mon raisonnement c'est de me dire sur un mode de transport qui est moins confort parce que moins rapide, meilleur pour la planète, en théorie ça devrait être quelque chose qui devrait me coûter moins cher qu'un moyen de transport qui est plus rapide, donc entre guillemets plus luxueux et qui en plus est plus polluant. Mais excuse-moi, donc je t'ai coupé, tu disais donc il y a l'avantage, on perd moins de temps en fait, parce que t'évites de passer la sécu, tous ces trucs-là. Ouais. Et après tu disais donc le prix. Le prix,
Clairement, dans les aspects positifs, le fait de travailler en permanence avec une visibilité sur des paysages absolument incroyables, soit sur les trajets du sud de Oslo à Bergen, où j'avais une vue sur des grands lacs gelés, sur des fjords, ou bien sur toute la redescente que j'ai pu faire du nord de la Norvège jusqu'à Stockholm, où je suis passé au milieu des stations de ski, hein, pour dire les choses simplement. C'est des paysages que tu n'aurais pas l'occasion de voir quand tu te fais 2 heures en avion. Pour moi, le plus intéressant, c'est l'aspect culturel et interaction, où, notamment dans les trains de nuit, tu vois, moi j'ai croisé des personnes que j'aurais pas eu l'occasion de croiser dans un avion. J'ai discuté et aidé une famille syrienne qui était en galère avec ses bagages. On a partagé un dessert. J'ai eu une bande de potes espagnols qui étaient en EVG et qui se faisaient ça autour d'un week-end de ski. J'ai croisé aussi un Suédois qui ronflait, mais comme pas possible. Des groupes de Norvégiens, dont une personne qui a oublié son passeport, pour qui il a fallu que je trouve un petit peu le point d'information à la gare pour qu'elle puisse essayer de le retrouver derrière. En fait, c'est des anecdotes dites comme ça qui paraissent insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, en fait, rendent le voyage beaucoup plus spécial que déposer ses affaires à la douane, s'asseoir, regarder son iPad pendant 2 heures et puis enchaîner, quoi. C'est la partie voyage dans le voyage en lui-même prend beaucoup plus son sens à partir du moment où on y accorde du temps. Mais dire ça, c'est une banalité, c'est vrai pour tout. C'est à partir du moment où on accorde beaucoup plus de temps à une partie spécifique, ce qui peut s'y passer prend beaucoup plus de valeur. Est-ce que tu as d'autres voyages bas carbone prévus dans les mois à venir ? Ils ne sont pas encore prévus, mais à partir du moment où j'ai une famille et ma copine qui voyage beaucoup, mécaniquement, il va falloir que je renouvelle l'exercice. Même mon prochain métier de consultant pourra m'amener notamment aux États-Unis. Donc j'ai commencé à regarder la façon de pouvoir relier le continent, soit l'Amérique latine, soit les États-Unis, en bateau. Donc ce sera, je pense, la prochaine étape, l'Amérique latine, probablement. Bateau ferry ou bateau à voile ? Bateau ferry, si je veux pouvoir travailler dessus, je pense que le bateau à voile, ce sera un petit peu trop rodéo. Mais ouais, je pense que l'Amérique latine, ce sera le plus probable. Ok, super. Et est-ce qu'il y a un endroit où justement on peut retrouver du contenu que tu as pu partager sur cette expérience ? Ouais, déjà sur LinkedIn, j'ai partagé un article un peu récapitulatif sur le sujet. Et je suis plus rentré dans le détail de toutes mes étapes sur mon Medium. Pour le retrouver, qu'est-ce qu'il faut taper ? Henri-François Martin, LinkedIn, et en 2 minutes, vous le retrouvez, quoi. Eh bien écoute, un grand merci pour ce partage d'expérience. Merci à toi. C'était super intéressant et j'espère que ça donnera des idées à d'autres personnes pour justement mêler un peu ce côté travail en nomade et voyage. J'espère.